qu'à la fin. Voilà, super. Donc, bienvenue dans ce webinaire autour de la décision par consentement, une méthode de prise de décision collective. Et donc, la dernière question que vous venez d'avoir me permet de faire le lien avec le fait qu'avant de rentrer concrètement dans la prise de décision par consentement, on voulait un peu faire un avant-propos et se redonner quelques, on va dire, bases sur la prise de décision dans les organisations. Donc on vous en a fait lister certaines, mais nous-mêmes on s'est prêté à l'exercice et en fait on en a listé 7. Il y a 7 méthodes de prise de décision. Il y a des méthodes dites un peu plus classiques, hein, enfin, que vous avez nommées, et des méthodes qu'on va appeler plus élaborées ou plus contemporaines. Et parmi ces méthodes-là, donc dans les méthodes classiques, on peut citer la prise de décision en solitaire, donc vous-même avec vous-même, la prise de décision consultative, la prise de décision à la majorité, donc le vote à la majorité, et la prise de décision en consensus. Donc tout le monde dit oui à tout. Dans les méthodes plus contemporaines, on va avoir des méthodes telles que le vote nuancé, la décision par consentement et le système de décision par sollicitation d'avis. Celles qui sont affichées en orange, c'est celles qui font l'objet d'une prise de décision collective. Parce qu'on peut prendre une décision seule ou en groupe. Et donc on aura à la majorité en consensus, vote nuancé, décision par consentement. Et le fait de créer un système de décision par sollicitation d'avis, c'est aussi quelque chose qui implique un groupe. Donc pourquoi la prise de décision collective, parfois ça peut faire peur. On va souvent entendre des choses du type bah, en fait on est trop nombreux pour décider, ça va prendre trop de temps. Ça c'est souvent ce qui revient, c'est fastidieux. Ou alors on peut aussi entendre des choses comme les personnes ne savent pas prendre des décisions, elles ne veulent pas prendre des décisions. Donc pourquoi les impliquer? On pourrait aussi entendre des choses de type je n'ai pas le temps d'expliquer, donc toujours ce rapport au temps. Ou alors on m'a jamais appris, je sais pas par où commencer, je sais pas comment faire pour prendre une décision en collective. Ou bien même un troisième pan qui pourrait t'exprimer, c'est bah en fait en tant que manager, si je prends pas de décision, il me reste quoi? C'est à moi de prendre les décisions. Donc il y a aussi quelque chose autour de ça. Et donc du coup, bah, pourquoi est-ce que on va faire le choix d'une modalité décisionnelle collective? Et ben pour plusieurs raisons qui sont celles qu'on vous affiche là. Mais la première, qui est sûrement la plus forte, c'est que le fait de prendre cette décision en collectif, ça va vous faciliter la mise en œuvre en fait de la décision, parce que tous les collaborateurs vont être engagés dans la prise de décision, et ça va vous permettre d'anticiper, voire de lever des actions de blocage en fait dans le processus de prise de décision. Mais pas que ça, c'est-à-dire que le fait de le faire en intelligence collective, ça vous permet aussi d'enrichir la proposition, d'enrichir votre décision, d'identifier des angles morts, de croiser des visions, etc. Donc on va souvent avoir une meilleure décision, in fine. Et puis, ça permet aussi de responsabiliser et surtout d'encourager à la prise d'initiative dans son organisation. Mobiliser ses collaborateurs dans les prises de décision, c'est vraiment une façon d'encourager la prise d'initiative. Et puis donc du coup, ça fait le lien. En fait, ces webinaires, on parle aussi d'organisations responsabilisantes. Et puis c'était juste pour vous dire que du coup, les organisations responsabilisantes, eh bien souvent, elles sont caractérisées par le partage du pouvoir de décision. C'est une façon vraiment de partager les responsabilités. Euh, et donc en fait, c'est aussi ce pourquoi c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui, la prise de décision. Voilà, donc maintenant qu'on a reposé les bases, Martin, je te laisse creuser la prise de décision par consentement. Oui, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à ouvrir votre micro spontanément. On n'est pas très nombreux, donc Mm. n'hésitez pas à y aller ainsi. Et si ma connexion est en galère, dites-le moi, je changerai de Wi-Fi. Donc, la décision par consentement, on va rentrer un peu dans la technique. Et l'idée, c'est de vous donner quelques billes, en fait, pour bien comprendre à la fois dans quel cas l'utiliser, mais aussi comment l'animer, à quoi elle peut servir. Donc, déjà, commençons par la différence entre le consensus et le consentement. Ce sont deux méthodes de décision collective. Euh, qui ont leurs différences et souvent d'ailleurs on se trompe dans les termes et c'est terrible. Le consensus, eh bien, ça va être une modalité décisionnelle dans laquelle on cherche à être tous d'accord. À l'inverse, la décision par consentement, c'est une méthode de décision dans laquelle on cherche à ce qu'il n'y ait personne qui n'ait d'objection valable, ou on a aussi cette formule de dire tout le monde peut vivre avec. Donc en fait, c'est assez fort cette première distinction, parce que dans la décision par consentement, en fait, on va pouvoir accepter une prise de décision collective, même s'il y en a certains qui ne sont pas d'accord,
avec la décision, mais qui n'ont pas d'objection valable à mettre en avant pour bloquer la décision. Donc on va voir tout de suite cette notion d'objection valable, mais c'est l'une des différences majeures qui fait que finalement, grâce à la décision par consentement, on va toujours avoir une voie de sortie, c'est-à-dire on va toujours réussir à prendre une décision, contrairement au consensus dans lequel on risque d'avoir de la polarisation. Moi, j'aime bien prendre cet exemple. Si je vous pose la question, on met un groupe, disons, on est tous collègues, il nous reste 1000 euros à la fin de l'année, puis on dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait de ces 1000 euros? Il y a quelqu'un qui va lever la main et qui va dire, bah, on va boire un coup. Bon, génial, en plus, on a plein d'argent pour aller boire un coup. Et ben là, ça va être super comme consensus, ça va l'emporter, tout le monde va être d'accord. Par contre, si quelqu'un lève la main et dit, bah, il faudrait donner à un médecin du monde, et ben là, en fait, on est dans une situation compliquée parce qu'il y a de la polarisation potentielle et on peut ne pas réussir à prendre de décision ou à prendre un consensus mou. Bah tiens, on met 500 euros sur un bar et 500 euros sur Médecins du Monde. Tout le monde est un peu déçu et donc, du coup, notre petit pot en commun a peu de saveur. Donc ça, le consensus, finalement, ça peut être bloquant et ça peut nous amener à des consensus mous. Au contraire, dans la décision par consentement, eh bien, on va avoir, on va tout le temps sortir avec une décision qui par ailleurs va être bonifiée grâce à une méthode d'intelligence collective qu'on va voir tout de suite, et avec cette idée de dire, bah, en fait, on sort de la réunion avec une décision parce qu'on accepte qu'elle puisse être expérimentale, qu'en fait, on avance avec une décision même si elle est en partie sous-optimale. Alors, voici le processus de prise de décision par consentement. Si vous recherchez sur Internet, vous pouvez trouver quelques micro-différences, mais vous allez retrouver en général ces 7 étapes-là. On commence par une étape zéro. Je vais vous les expliquer une par une et je vais vous expliquer la mécanique. On peut commencer par une première étape qui est l'écoute au centre. Donc, on y a recours parfois, parfois on n'y a pas recours. Si on arrive en réunion et que quelqu'un a déjà une proposition sur un point de l'ordre du jour, euh, eh bien, on va tout de suite passer à l'étape 1, la présentation de la proposition. Si par contre on expose un enjeu et il n'y a pas de proposition à date, eh bien, le facilitateur, donc je vais souvent parler du facilitateur, mais vous allez voir que souvent, ben, on va recourir à un facilitateur pour animer cette prise de décision par consentement. Ben, le facilitateur va exposer l'enjeu ou demander à quelqu'un d'exposer l'enjeu et on va faire tourner la parole jusqu'à ce qu'il y ait une première proposition qui émerge. Et ce qui est génial avec ce processus, c'est qu'on ne cherche pas la meilleure proposition, on cherche la première proposition. Celle, on va dire, qui va être suffisamment complète pour avancer avec, et celle sur laquelle il y a un proposeur, donc il y a quelqu'un qui veut bien porter la proposition. Donc, je suis facilitateur, disons qu'il n'y a personne qui a amené une proposition, bah, je vais mettre cette écoute au centre et, bah, par exemple, faire tourner la parole. Et puis, hop, Joséphine va être ma proposeur, je sais pas comment le dire, j'ai toujours du mal à le féminiser, mais bon. Et elle va donc, du coup, porter une proposition, on va l'expliciter. Et donc, là, hop, on a cette première étape, présentation de la proposition, on l'affiche auprès de tout le monde. Et tout de suite après, eh bien, on va passer à un tour de clarification, puis un tour de ressenti. On distingue ces deux étapes dans le processus. C'est hyper important parce qu'on va déjà chercher à lever le niveau de connaissance et d'information de tout le monde pour décider. Hein, l'information, c'est le pouvoir. Il faut donner le bon niveau d'information aux personnes pour les mettre en capacité de décider collectivement. Donc, cette première étape du tour de clarification sert à ça. Tour de clarification, le facilitateur va poser la question de dire, est-ce que vous avez une question sur le contexte, les enjeux ou la proposition? Et donc, de manière un peu formelle, au départ, on va faire un tour de table et on va vraiment demander à chaque personne, est-ce que tu as une question de clarification sur le contexte, les enjeux ou la proposition? On va prendre toutes les questions, puis après, moi, en tant que facilitateur, je vais me tourner vers le proposeur et je vais lui dire, bah, tiens, est-ce que tu peux répondre aux questions sur la proposition? Puis les questions sur le contexte et les enjeux, on va y répondre collectivement, histoire de faire monter tout le monde au même niveau. C'est important de distinguer ce premier tour de clarification du tour de ressenti parce que vous avez pu l'observer, hein, souvent dans des prises de décision collectives, les gens donnent leur avis sur une proposition ou un contexte ou des enjeux qu'ils n'ont pas encore tout à fait compris. Donc là, premier tour, clarification. Deuxième tour, un tour de ressenti et de suggestion. Là, ce qu'on vient chercher, c'est qu'est-ce que je ressens par rapport à la proposition du proposeur et ben, quel est mon avis. Euh, Voir quelles sont les contre-propositions que j'aimerais faire. On va prendre tout ça. Le scribe ou le facilitateur va noter tout ça au fur et à mesure. Et pareil, on va passer par un tour un peu formel. Un seul tour, on va éviter qu'il y ait des réactions sur des réactions, juste vraiment aligner les avis en
gardant toujours au cœur du processus le proposeur qui n'a pas changé, c'est toujours le même proposeur. Et donc là, on accumule de l'information, peut-être des réticences, peut-être des personnes qui nous expliquent ils vont être bloqués si cette proposition se fait parce que ça va les limiter dans leur travail, etc., etc. Bref, on va récupérer tout ça. Et puis après, le facilitateur va se tourner, étape 4 vers le proposeur et lui poser cette question consacrée. Est-ce que tu maintiens la proposition telle quelle? Est-ce que tu retires ta proposition ou est-ce que tu la fais évoluer? Est-ce que tu l'amendes, tu la bonifies? Et 95% du temps, la personne va bonifier sa proposition, parfois va la retirer en se disant, il me semble que c'est trop tôt, je ressens vraiment la tension, etc. Peut-être que c'est pas si urgent que ça à décider, je vais retravailler ma proposition, etc. Mais 95% du temps, on va avancer, et puis donc du coup, on va aller vers une proposition V2, donc une proposition amendée. Et donc là, le facilitateur demande au proposeur eh bien d'expliciter sa proposition V2 quelque part. Euh, et donc là, le proposeur a pris quelque part les remarques, les suggestions, parfois des contre-propositions qui ont émané du groupe, mais en toute souveraineté. Hein, j'insiste là-dessus, c'est bien le proposeur qui choisit ce qu'il prend et ce qu'il ne prend pas des retours du groupe. Eh bien, il va poser une proposition V2. Une fois qu'on a ça, on l'a écrit et quelque part, cette proposition V2, elle est claire pour tout le monde. On va pouvoir passer autour d'objections. Euh, je vais prendre les questions tout de suite après. Donc, étape 5, on va prendre les objections. Et donc, les objections, la manière de les prendre, souvent, c'est de dire, est-ce qu'il y a des objections? Et donc, ce qu'on vient chercher là, c'est plutôt des personnes qui vont lever la main, essayer de voir combien il y a d'objections qui ressortent et les noter très succinctement, en deux, trois mots. J'ai une objection là-dessus, en deux, trois mots. Voilà. Et le facilitateur, en toute souveraineté, va choisir comment est-ce qu'il traite ces objections, dans quel ordre. Et l'idée, c'est qu'il va prendre les objections une à une et il va essayer de chercher à tester leur validité auprès de l'objecteur, auprès de la personne qui a l'objection. Je m'arrête un instant sur cette slide pour vous montrer qu'est-ce qu'est une objection qui est valable ou une objection qui est non valable, non valide. Ça, bien évidemment, on le partage au groupe avant, puis au fur et à mesure, vous allez voir que les membres de votre équipe, de votre organisation vont avoir l'habitude de travailler avec ces règles-là. Donc, bien évidemment, il est partagé en amont, mais vous pouvez aussi le repartager à tout le monde sur les premières décisions par consentement. Une objection, elle est valide lorsqu'elle est argumentée, précise, concrète et s'appuie sur des données connues. Et, et donc là, il y a deux possibilités. Si elle démontre en quoi la proposition est impossible à réaliser, ou qu'elle montre en quoi la proposition va nuire au groupe ou à sa raison d'être de manière relativement certaine. Et à contrario, une objection, elle est non valide si elle est de l'ordre de la préférence. Toutes les objections qui commencent par «Ah oui, mais moi, j'aurais préféré que...» ça, en fait, c'est une préférence. Donc, on va pas les prendre. Je pense que ça aurait été mieux que... C'est pareil, c'est une préférence, en fait. Une objection est non valide si elle anticipe un risque qui est incertain. Ah, mais si on fait ça, je sens que l'équipe, l'ambiance va se dégrader. Est-ce qu'on en est sûr? Non, pas vraiment. Est-ce qu'on a des moyens de contrecarrer ça si jamais ça arrive? Oui. Bon, bah, dans ces cas-là, c'est pas une objection qui est valable. Comme vous le voyez, troisième critère, elle anticipe un risque aux conséquences réversibles. C'est-à-dire, on peut revenir dessus. Et puis enfin, on va pas accepter des objections qui diraient, ah mais tiens, on pourrait encore faire mieux avec cette proposition si on peut préciser ça, ça, ça. En fait, on a une tendance naturelle en tant que groupe à toujours vouloir préciser une proposition. Et donc, au bout d'un moment, on va arrêter les objections qui, si vous voulez, voudraient tout le temps préciser, améliorer la proposition. Parce que sinon, on va arriver à des propositions qui sont gigantesques et on n'arrivera plus à prendre la décision. Parce que plus on la précise, plus on a des raisons de trouver des objections dessus. Donc, je reviens à ma slide précédente. Ça, on va le montrer à l'ensemble des participants. Et en fait, alors, pardon, j'essaie de revenir. On va traiter les objections une à une. Et là, c'est le facilitateur. Il va prendre du coup, disons qu'il y a trois objections. Je vais prendre les objections et je vais me tourner vers la personne qui a une objection et lui poser des questions. C'est lui qui, quelque part, est souverain, la personne qui a une objection, pour dire si son objection est valable ou pas. Donc, je vais lui poser des questions. Est-ce que tu
Est-ce que tu entrevois un risque qui est certain? Est-ce que ce n'est pas une préférence? Etc., etc. Et au besoin, je peux recourir à me tourner vers le groupe pour que le groupe m'aide aussi à traiter ces objections. Mais moi, en tant que facilitateur, je ne m'octroie pas le rôle de juge d'une objection valable ou non valable. Alors, la plupart du temps, en fait, les objections, il y en a peu, parce qu'elles ont été traitées dans le tour de ressenti et de suggestion numéro 3. Mais lorsqu'il y en a, bah, la plupart du temps, elles sont aussi non valables, parce qu'on se rend compte que c'est des préférences. Mais en même temps, on va les traiter comme si c'était des cadeaux pour le groupe. C'est toujours important. Parfois, on va avoir des petits quick wins, on va aussi les prendre, etc. Euh, et rarement, très rarement, on va avoir une objection qui est valable. Ah, tiens, en fait, il y a un vrai risque certain pour la raison d'être, pour le collectif, qu'on n'avait pas vu. Eh ben, tiens, on va la prendre. Et dans ces cas-là, si on arrive à la conclusion que l'objection, elle est valable, eh ben, moi, en tant que facilitateur, je vais me tourner vers la personne qui a une objection et je vais lui dire, est-ce que du coup, tu as une contre-proposition? Et si c'est pas l'objecteur qui me donne cette contre-proposition, je vais aller la chercher dans le groupe. Une fois que j'ai fait ça, donc, je vais retourner à un tour de clarification parce que j'ai un nouveau proposeur. Je leur fais plus lentement. Si mes objections sont non valides ou je n'ai pas d'objection, je vais aller vers la célébration de la décision. Notre proposeur a proposé une version amendée, il n'y a pas eu d'objection ou on les a traitées, elles sont valides, hop, on va vers la célébration de la décision. Si par contre il y a une objection qui est valable, je vais aller chercher une contre-proposition et je vais reprendre le processus plus tôt à la présentation de la nouvelle proposition, à un tour de clarification et de suggestion très rapide parce qu'en fait, on aura déjà le bon niveau d'information et il y aura sans doute beaucoup de ressentis et de suggestions qui auront déjà été partagés avant d'aller chercher des objections sur cette nouvelle proposition. Donc, comme vous le voyez dans ce processus, en fait, dans 95% des cas, on a un processus qui fait confiance à la capacité du proposeur à proposer une bonne proposition qui va convenir au groupe et au fait qu'il n'y ait pas d'objection parce qu'elles ont été traitées dans la version amendée, bonifiée. Et dans les 5% du cas où il y aurait quelque chose qui nous aurait échappé pour de bonnes ou de mauvaises réponses, eh bien, on a un processus de régulation qui fonctionne à merveille. Alors, peut-être je peux prendre quelques questions. Ouais, vas-y, Joséphine. J'allais te les proposer. Tu as 4 Allez, questions. vas-y. Est-ce que le facilitateur peut participer au tour de clarification et de ressenti? Alors, en général, au début, lorsque vous vous acculturez à la décision par consentement, il est préférable que ce soit un facilitateur qui n'y participe pas. Mais plus vous allez avoir l'habitude de le faire, plus vous allez sortir du formel à donner la parole à tout le monde, aller vers plus d'informel, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un a une question de clarif, est-ce que quelqu'un a une suggestion, une proposition alternative? Et donc ça va se faire plus naturellement et le facilitateur pourra alors aussi changer de casquette et c'est-à-dire se faire d'un coup facilitateur puis un autre coup participant de la proposition presque en se donnant la parole. Mais ça vient avec l'habitude, avec la capacité des facilitateurs à prendre ces deux casquettes-là et puis avec le fait que le groupe devient plus à l'aise. Ok. Il y a une autre question sur, j'ai la sensation que la position du proposeur peut être difficile, parce qu'en fait, la capacité à remettre en question sa proposition, ça peut un peu le bousculer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a une En préparation fait, anticipée, etc. ben, alors vous pouvez toujours, je veux dire, essayer d'avoir des propositions qui sont solides en amont, travailler les propositions, mais en fait, idéalement cette modalité décisionnelle, plus vous la mettez en œuvre, plus vous développez la capacité des individus dans l'organisation à finalement développer ces capacités, à la fois de synthèse, d'écoute active, d'assertivité, parfois de dire, j'ai entendu toutes vos propositions, mais je choisis celle-là et je les intègre et voici mon choix. C'est pas très simple à faire, donc en fait, ça, vous allez le développer. Mais c'est plutôt parce que, au fil du temps, cette modalité décisionnelle va faire système et que vous allez l'utiliser de manière plus fréquente que ça va se faire. Et forcément, il y en aura qui seront plus à l'aise que d'autres à avoir ce rôle de proposeur. Mais en même temps, c'est le rôle du facilitateur que de le mettre à l'aise et de lui donner les moyens, notamment grâce à la facilitation graphique, enfin, je veux dire, le fait d'écrire tout ce qui émerge, que finalement, vous allez le mettre en capacité de faire cette synthèse-là et de proposer une proposition alternative. Mais on va dire que l'humain est bien fait, il veut le plus souvent essayer de contenter les individus qui l'entourent, et donc il va vraiment essayer de faire du mieux qu'il peut pour intégrer dans sa proposition les remarques des uns et des autres. Et parce que juste après la réunion, il va se retrouver avec eux à travailler. Donc, si vous voulez, il a un intérêt à ne pas passer pour un traître auprès de son équipe, quoi. Je caricature, hein, mais...
Et du coup, toujours sur cette posture de proposeur, est-ce qu'il peut lui-même participer autour de d'avis, de ressentis sur sa Ouais, propre proposition? ouais, comme je le disais, alors, en général, le proposeur, on l'interroge moins sur le tour de bonification parce que quelque part, il a fait la proposition, mais on peut le faire parce que des fois, il émerge des idées lors du tour de bonification. Et une fois de plus, plus vous allez gagner en maturité, plus vous arriverez à le faire. Super, merci Martin. Alors, quels sont les avantages, les inconvénients? En fait, on ne vous dit pas que c'est la modalité décisionnelle parfaite. C'est une modalité décisionnelle parmi d'autres à utiliser dans une organisation plus responsabilisante. Et donc, elle a des avantages, mais forcément aussi des inconvénients. On parlait de biais plus tôt, elle peut aussi avoir un certain nombre de biais et au contraire mieux gérer d'autres biais. Alors, elle permet l'expression de chacun par l'enrichissement de la décision. C'est vraiment un processus d'intelligence collective, vous l'avez vu avec ces 6 ou 7 étapes. Ça, c'est très fort parce que quelque part, on arrive à avoir un proposeur qui est très central avec une souveraineté importante et en même temps qui, quelque part, euh, se retrouve dans un vrai processus d'intelligence collective dans lequel il y a une vraie bonification. Et ça crée de l'engagement, un sentiment de responsabilité aussi parce qu'à la fin, on va vraiment passer par un tour de consentement dans lequel on va chercher à ce que chacun dise, je n'ai pas d'objection majeure sur cette proposition. Une autre manière de dire, c'est je peux vivre avec. Donc ça engage quelque part l'ensemble du collectif. Ça favorise l'expérimentation. C'est qu'en fait, ce type de décision, on va l'utiliser en se disant, mais on ne sait pas tout ce qui arrivera derrière, mais là, on est apte à prendre cette décision et donc, du coup, à la défaire un peu ou à reprendre d'autres décisions qui viendront l'amender un peu dans les prochains temps. Et donc, le pendant de ça, c'est que ça n'est pas adapté pour des décisions qui sont irrévocables, comme je le montre à droite, et ayant un impact important. Donc, on va plutôt préférer la décision par consentement pour des décisions plutôt tactiques que des décisions stratégiques. Si vous devez décider du prochain investissement de votre entreprise de l'ordre de 10 millions d'euros, je dis n'importe quoi, la décision par consentement, elle peut malheureusement nous faire passer à côté d'informations stratégiques ou d'une bonne analyse qui nous permettrait de savoir où mettre ces 10 millions. Donc, on va l'éviter pour des décisions stratégiques et la préférer pour des décisions tactiques, donc en l'occurrence, organisation du travail, nos processus de travail, la manière de nous coordonner entre nous, etc. Donc voilà, je différencie opérationnel, tactique, stratégique. La décision par consentement, elle est très à même d'être efficace sur des décisions tactiques. Elle permet d'anticiper les éventuels blocages dans la mise en œuvre. Bah, c'est ça qui est formidable. C'est de l'intelligence collective. Donc, tout le monde peut donner son avis sur qu'est-ce qu'on risque avec cette décision, etc. Et donc, essayer de trouver la décision qui convient le mieux à ce groupe à un moment donné, tout en permettant de prendre cette décision. Et puis, peut-être insister sur un inconvénient, ça peut être inconfortable. Ça crée de la frustration. Ça, c'est ultra classique lorsque vous vivez une décision par consentement. Je vous donne des exemples. Le facilitateur, il différencie le temps euh, le tour de questions de clarification du tour d'avis. La plupart du temps, les gens dans le tour de questions de clarification vont donner leur avis. Est-ce que ce serait pas mieux qu'on fasse ça? Ah ben non, malheureusement, ce n'est pas une question de clarification. Je vais te proposer de la reposer dès le tour d'après. Donc, ça crée de la frustration. Ça crée aussi de la frustration parce que une préférence n'est pas une objection valable. Et donc, du coup, on va pouvoir accepter et être pour une proposition alors qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec. Donc, ça crée une frustration, mais j'ai l'habitude de dire que, eh bien, il vaut mieux vivre la frustration dans ce processus-là que le vivre après, parce qu'une mauvaise décision a été prise par notre manager ou parce qu'un consensus mou a été pris par le groupe, etc. Alors, on va l'utiliser principalement lorsque la décision, elle touche un grand nombre de personnes. C'est-à-dire, on va pas le prendre si vous êtes pour une décision très opérationnelle sur votre poste de travail, vous pouvez prendre la décision toute seule, tout seul. Donc ici, on va préférer lorsque ça impacte un grand nombre de personnes et donc que ça nécessite de l'intelligence collective. Lorsque l'impact de la décision est limité et réversible, comme je le disais, pas trop pour des décisions stratégiques. Et puis lorsque la rapidité est nécessaire, c'est-à-dire, ah tiens, on a envie de sortir avec une décision vite de cette réunion. En fait, si la décision elle peut se prendre dans 6 mois, bah, peut-être qu'on a le temps de l'analyse ou qu'il y a quelqu'un qui travaille les propositions en amont, etc., etc. Et puis, ben, il faut pas remettre tout le temps de la décision collective, hein. Il faut accepter qu'il y a aussi de la décision individuelle, sinon notre organisation devient inefficace.
Et puis, une fois de plus, on propose ici une modalité décisionnelle, mais euh, bien évidemment, c'est à adapter en fonction de la culture de votre organisation, de la maturité de vos équipes. Et ça peut nécessiter d'avoir un facilitateur interne qui vienne vous aider dans une équipe. Donc, quelqu'un qui n'appartient pas à votre équipe, par exemple, et qui vienne vous aider à être facilitateur. Ça peut nécessiter de former des facilitateurs internes ou parfois de recourir à un facilitateur externe pour vous aider à mettre en place ce type de décision dans votre organisation. Donc, il faut se former, s'acculturer. Moi, j'aime bien dire, et c'est pas très marchand de dire ça, mais qu'un bon facilitateur, en 1 ou 2 heures, il comprend la décision par consentement, il est capable déjà de l'animer. Et puis, il y a aussi pour vous, manager dans vos organisations, des ingrédients que vous pouvez reprendre sans décliner toute la décision par consentement, tout le processus de A à Z, mais j'aime bien dire que rien que différencier un tour de clarification d'un tour d'avis, même quand vous prenez une décision toute simple par consensus, bah, c'est déjà génial en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà une belle amélioration de votre processus décisionnel. Alors, Je... peut-être qu'on peut prendre les questions. Ouais, vas-y, Joséphine. Oui, eh ben, je me permets du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, là, je pense que Noémie, nous avons plus ou moins répondu à ta question sur les prérequis. Oui, super, donc on continue. Est-ce que Martin, tu peux nous repréciser pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ce type de modalité décisionnelle pour des décisions stratégiques? En fait, Ou dans la moins. décision par consentement, euh, la question qu'on va poser à la fin, c'est est-ce que tu n'as pas d'objection majeure ou est-ce que tu peux vivre avec la décision? Bon, quand il s'agit d'une décision stratégique qui va impacter toute l'organisation, sa raison d'être, peut-être sa viabilité économique dans les prochaines années, etc., peut-être qu'on a envie d'avoir quelque chose de plus fort que je peux vivre avec. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un risque, en fait, dans la décision par consentement, d'arriver à une proposition qui est sous-optimale. En fait, la décision par consentement, elle est très bonne pour expérimenter, aller de l'avant en une réunion, mais elle va pousser à la décision par consentement. C'est-à-dire, en fait, on va essayer de sortir avec une décision. Alors que parfois, peut-être que sur une décision stratégique du style, où est-ce qu'on met notre prochain investissement majeur, est-ce qu'on arrête tel ou tel produit, en fait, on va avoir besoin de plus de temps, d'analyse, de personnes qui, eh bien, quelque part, essayent de travailler des propositions, peut-être essayer de benchmarker, etc., etc. Et cetera. Et donc, là, malheureusement, la décision par consentement, elle peut créer de la sous-optimalité en termes de proposition. Merci. Et est-ce qu'il y a un nombre maximum de participants quand on prend une telle décision? Bah, en général, on va commencer à se faire la main plutôt sur des décisions. Ça peut même être à partir de 4, 5 personnes, hein, mais on va rester plutôt au-dessous de 10 personnes. Et quand on a un peu plus l'habitude de le faire, on peut aller jusqu'à 10, 12, 13, 14, 15. Mais au-delà, en fait, ça va être la capacité du groupe à, comment dire, partager un avis, partager une question de clarification, de manière efficace et rapide. Et donc là, ça dépend de la maturité de votre collectif. Je veux pas dire qu'on ne peut pas le faire au-delà de 15, mais ça nécessite qu'il y ait un collectif qui soit extrêmement habitué à avoir des décisions par consentement et donc qui soit capable de dire pas de question de tarif. Non, j'ai pas d'objection. Et hop, ça va vite en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un niveau d'écoute active, d'assertivité, de capacité d'analyse rapide qui est nécessaire pour aller au-delà de aller, 10-15 personnes, quoi. Je peux aussi partager une dernière chose, et puis Romain qui est là a bien l'habitude de ça. Nous, par exemple, dans un collectif dans lequel j'étais auparavant, WeShare, on faisait aussi des décisions par consentement qui étaient asynchrones. C'est-à-dire, là, je vous ai beaucoup parlé de synchrone. En réunion, on est tous ensemble et on prend 1 heure pour prendre une décision par consentement, par exemple, ou plus rapidement 1 demi-heure. Mais on peut aussi, lorsque un collectif a l'habitude d'animer ce type de prise de décision, bah, le faire en asynchrone. Et donc, du coup, par exemple, sur des outils type Slack ou autre, bah, quelqu'un qui facilite une prise de décision par consentement dans laquelle on a plusieurs jours pour poser des questions de clarif et y répondre, plusieurs jours pour donner un avis, plusieurs jours pour que le proposeur revienne avec une proposition amendée, etc., etc. Bon, c'est pas la même qualité de débat et d'échange, mais c'est pour dire aussi que ça existe et que là, ça peut permettre d'avoir un peu plus de personnes autour de la table. Je parle un peu vite, je le sens. Euh, on vous propose du coup, comme d'habitude, de vous mettre en sous-groupe maintenant pour 20 minutes. Et on vous propose dans ces sous-groupes de réfléchir à deux choses. Une première chose, c'est finalement, avec tout ce qu'on vient de vous dire, est-ce qu'il y a des types de décisions dans votre structure, dans votre organisation, qui pourraient être prises par consentement?
Donc avec la méthode qu'on vient de vous exposer là, est-ce que vous vous dites, ah, telle ou telle chose là-dessus, ça pourrait être pertinent? Et puis, une fois que vous avez identifié les types de décisions que vous pourriez prendre par consentement, c'est de vous dire comment est-ce que je vais faire quoi? Comment est-ce que je vais tester ça? Par quoi je commence, etc. C'est clair pour vous? On vous les remet donc on vous remet ces deux questions-là dans le chat et puis on vous laisse partir en sous-groupe et on se retrouve comme d'habitude à 50. Normalement, vous avez reçu une invitation, vous pouvez vous connecter dans votre salle. Alors, bon, salle 2, il y a Anne-Claire et Loïc. Alors, Bastien, la pirogue, Céline, est-ce que vous arrivez à vous connecter? Je crois que donc la pirogue, un Ah, problème de voilà, c'est bon. micro. euh, et je crois que pas mal de monde. Alors, on a Noémie et Romain, salle 1, Anne-Claire, Loïc, salle 2, salle 3, Céline, Pauline, Delphine, Emelle Legras, Ok. salle 4. Bastien, la pirogue, est-ce qu'on peut vous aider à rejoindre votre salle? N'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Il a un problème de micro, je crois. Ah mince. Alors, je vais me permettre de vous mettre juste. Et je vais arrêter l'enregistrement. C'est ça que je devais faire.